Merci beaucoup Charlotte. Bonsoir à toutes et à tous. On va effectivement pour cette troisième et dernière conférence s'intéresser aux espaces protégés en France. Donc je vais m'appuyer notamment sur deux publications que j'avais coordonnées, principalement sur celle de gauche que vous avez ici, donc l'Atlas des espaces protégés en France qui est sorti en 2020. Sur laquelle on avait travaillé avec deux collègues, Anne Cadoret d'Aix-Marseille Université, spécialiste des littoraux, et Johan Mignan de l'Université Paris 8, spécialiste des Pyrénées notamment. Et puis, il y a quelques années, on avait travaillé sur l'Atlas mondial des espaces protégés. Donc, c'est sur cette base-là qu'on va réfléchir à cette question des politiques spatialisées de protection de l'environnement. Et pour ce faire, je vais vous proposer en accroche de réfléchir un petit peu à un objet qui est un objet relativement emblématique de l'arc alpin, sous son nom savant l'Éryngie alpine. Vous avez également les noms qui sont utilisés dans le langage courant, donc ce qu'on appelle classiquement le chardon bleu. Ce chardon bleu est présent de manière de plus en plus rare, hein, c'est une espèce protégée, mais est présent néanmoins dans les 3 parcs nationaux alpins français. Et pour une même espèce, vous avez des modalités de traitement qui sont très différentes et finalement des trajectoires de cette espèce qui n'ont pas grand-chose à voir. Ce qui montre bien que l'environnement est un construit social et que pour une espèce équivalente, vous avez finalement des modalités de gestion qui sont très différentes. Nous sommes ici dans la réserve biologique des Liours, dans le vallon du Fournel, dans les Écrins. C'est la plus grande concentration de l'arc alpin de chardon bleu. Toutes les petites taches bleues que vous avez ici, ce sont des pieds de chardon bleu. Il y en a à peu près 100 000. Cette réserve a été créée pour la protection du chardon bleu. Donc c'est la finalité principale, à proximité directe du cœur du parc national des Écrins. Et dans ce cadre-là, notamment par le biais de financement Natura 2000, les gestionnaires de la réserve ont pu travailler avec les agriculteurs qui pâturent ce fond de vallée. Puisque, contrairement à certaines idées reçues, le pâturage n'est pas néfaste pour la présence du chardon bleu, il est même nécessaire, mais il doit intervenir à des moments précis. Notamment, s'il se fait trop tôt avant que la plante ne puisse diffuser ses graines, ça va évidemment entraver cette diffusion. Au contraire, si le pâturage intervient au moment où les plantes sont en graines, ça va favoriser leur dissémination. Et c'est ce qui explique globalement une réussite relativement importante dans le maintien de cette plante sur ce site de conservation, avec les 3 agriculteurs ovins qui pâturent dans ce fond de vallon. Le deuxième cas de figure, nous sommes dans le parc national de la Vanoise, plus précisément sur la commune de Pralognan, sur laquelle on a travaillé avec des collègues de l'université Savoie-Mont-Blanc pendant 1 an pour l'ouvrage collectif Pralognan Capitale de la Vanoise. Et dans ce cadre-là, on avait pu interroger les acteurs de cette gestion autour donc d'une espèce qui nécessite des milieux ouverts pour pouvoir se développer et se maintenir. Et à partir du moment où vous avez un processus d'enfrichement, de recolonisation par la végétation, comme on le voit ici à l'arrière-plan, le chardon bleu n'a plus suffisamment de lumière et donc il va progressivement décliner. Nous sommes ici sur les pentes de ce qu'on appelle le petit Mont Blanc, pentes dédiées, qui sont des pentes extrêmement raides, qui historiquement étaient pâturées et fauchées. Elles ne sont plus ni l'un ni l'autre aujourd'hui, parce que, évidemment, avec la diminution du nombre d'actifs agricoles, on s'est recentré sur les terrains les plus accessibles et les plus faciles d'accès. Ce qui fait qu'il a fallu pendant un temps financer l'action d'un agriculteur que vous avez ici, qui fauchait pour pouvoir maintenir ces espaces ouverts et qui a été depuis remplacé par des agents de l'ONF qui assurent donc mécaniquement le maintien de ces espaces ouverts pour la survie de cette espèce protégée. Et puis le troisième exemple, nous sommes ici dans le vallon du Lausannier, dans la vallée de l'Ubaye, qui a été historiquement un des bastions de l'opposition au parc national du Mercantour. Et dans ces hautes vallées ici des Alpes du Sud, vous avez très fréquemment de très vastes unités pastorales de plusieurs milliers d'hectares qui sont louées par des grands transhumants qui viennent du Var, des Bouches-du-Rhône, principalement de la plaine de la Crau, et qui sont là pour louer de l'herbe et faire de l'agneau. Et donc, ce qui les intéresse, évidemment, c'est la surface herbagère. Et ils viennent avec 2000, 3000 têtes en général. Donc là, vous avez 3 troupeaux de transhumants qui viennent pâturer dans ce secteur, avec des phénomènes de concentration du pâturage sur des secteurs très marqués, ce qui explique qu'il n'y ait plus de végétation à cet endroit-là. Et là, évidemment, la prise de conscience et les capacités de collaboration qu'on a avec ces actifs agricoles sont beaucoup plus compliquées. Et là, en l'occurrence, les stations de chardon bleu du Lausannier sont quand même relativement en difficulté.
Alors, tout ça montre bien que dans ces trois contextes, hein, pour une espèce équivalente, on a des modalités de gestion d'un même outil de protection, qui est l'outil parc national, mais qui se décline et s'applique en fonction des conditions locales, en fonction également hein, d'une histoire qui est plus ou moins tumultueuse, de manière différenciée. Alors, quand on parle d'espèces protégées, il y a normalement, et là je vais vous faire intervenir pour que ça soit un minimum participatif, un certain nombre d'idées ou de visuels ou d'images qui vous viennent en tête. Donc quand on vous dit espace protégé, ça vous fait penser à quoi? Je vous vois très mal hein, parce que j'ai les lumières dans les yeux, donc intervenez sans lever la main. Hein. Non, ça vous dit rien quand on vous dit espace protégé? Parc naturel, d'accord. Zone Natura 2000, oui. Je l'ai entendu. Le bouquetin. Alors, François voulait un bouquetin, donc voici un bouquetin mâle. Hein. Nous sommes dans le vallon de Prarion, du parc national de la Vanoise. Vous avez ici le mont Gélas qui est à la frontière entre le parc national du Mercantour et son voisin des Alpes-Maritimes. Et puis, effectivement, différents types de statuts de protection. Alors, ces statuts de protection, ils peuvent notamment se matérialiser sur le terrain, hein, pour nous, géographes, par un certain nombre de bornes, de limites, qui vont caractériser un certain nombre d'espaces protégés. Ce n'est pas forcément le cas pour tous, hein, mais en France, la manière de marquer le passage dans ce qu'on appelait historiquement la zone centrale, aujourd'hui le cœur d'un parc national, c'est le drapeau tricolore. Alors, vous voyez que celui-ci, nous sommes à Saint-Christophe-en-Loison, a subi les vicissitudes du temps, puisque si vous regardez bien, hein, sous le drapeau tricolore, il y a des badigeons de peinture noire. Et si on devait faire une sédimentation ici des signes qui ont été reportés, vous avez une dizaine de drapeaux qui ont été recouverts par une dizaine de couches de peinture noire par les opposants au parc national. Donc une étendue qui est délimitée, un espace qui est administré avec des portes d'entrée hein, qui ont été installées par les gestionnaires. Ces gestionnaires marquent leur présence par l'affichage d'un certain nombre d'indications, hein, des cartes, la réglementation en vigueur, l'interdiction de circulation. Nous sommes ici dans la haute vallée de la Roya et c'est un secteur qui est notamment particulièrement recherché par les amateurs de quad et de 4x4 italiens, donc qui viennent circuler de manière intempestive sur les itinéraires qui sont interdits à la circulation en cœur de parc national. Et donc, les pouvoirs publics vont mettre en œuvre un certain nombre de mesures de protection qui sont matérialisées en France à chaque rupture de charge, hein, point de rupture de charge, en général au niveau des parkings, par ces panneaux hein, sous forme de triptyque à chaque entrée de cœur de parc national. Vous avez la carte qui permet de situer le secteur dans lequel on va randonner, la carte générale du massif et du parc national, les interdictions à la réglementation, et puis des panneaux d'information, puisque historiquement, les parcs nationaux, dans la loi de 1960, avaient une mission de ce qu'on appellera plus tard hein, l'éducation à l'environnement, et donc en tout cas d'accueil du public, comme on le disait dans les années 60. L'accueil du public, ça passe également hein, par des formes d'appropriation, des formes de pratique de ces espaces de montagne, bien avant la présence des parcs nationaux la plupart du temps, et encore depuis. Alors ici, l'ombre portée, c'est celle du refuge de Nice. Nous sommes dans le parc national du Mercantour. Hein, cette appellation n'est pas du tout neutre, parce que les parcs nationaux sont des créations d'urbains. Et donc la proximité de la ville de Nice et de ces acteurs de l'alpinisme, notamment, a contribué à l'érection de ce refuge de Nice ici. Et puis vous avez ceux qui vont passer la nuit dans ce refuge de Nice, qui se sont regroupés sur la terrasse. Et j'ai cerclé de rouge ici un bouquetin. Alors pourquoi ce bouquetin vient jusqu'ici, hein, à la porte du refuge, pratiquement? Eh bien tout simplement parce que les exploitants du refuge ont déposé ici une pierre à sel dont le bouquetin est particulièrement friand. Donc vous avez ici le bouquetin qui observe les touristes et les touristes qui observent le bouquetin, une forme de mise en tourisme hein, de la nature sauvage telle qu'on l'imagine dans les parcs nationaux. Et dans les appropriations et les pratiques, bah, vous avez bien entendu hein, les activités agro-pastorales, elles sont présentes de longue date. Les travaux archéologiques ont montré que la plupart des alpages de Vanoise sont exploités depuis au moins le XIIe siècle. Hein. Il y a des traces de l'âge de bronze, de l'âge du fer, etc. Mais au moins depuis le XIIe siècle. Donc ce ne sont pas des espaces qui renvoient à l'imaginaire collectif habituel autour des parcs nationaux, qui a été notamment hein, diffusé par le modèle nord-américain, c'est-à-dire des espaces qui seraient finalement caractérisés par des formes de la nature sauvage. Et ces créations peuvent s'accompagner d'un certain nombre de difficultés et de marques d'opposition.
qui sont notamment liées à un certain nombre de politiques de protection de l'environnement, de politiques réglementaires, de limitations liées à la réglementation des activités. Ici, en l'occurrence, il s'agissait d'un commando anti-loup qui avait recouvert une maison d'information du parc national du Mercantour de graffiti et qui avait ensuite déversé le reste du bidon de peinture rouge, vous le voyez, sur la réglementation. Alors, si on remet tout ça en ordre, mais je vous rassure, ça sera la seule diapositive où il y a du texte, eh bien, on peut considérer que l'espace protégé, c'est une étendue donc, qui est délimitée, bornée, je viens de l'expliquer, notamment avec les balises évoquées précédemment, qui ne sont encore une fois pas présentes dans tous les parcs nationaux. Dans l'actualité récente, si vous avez suivi récemment, il y a un grand congrès international qui est accueilli à Nice sur la protection des océans, et donc on entend beaucoup parler dans les médias d'aires marines protégées. La matérialisation des aires marines protégées est évidemment plus complexe. Alors parfois, il y a des bouées, il y a des visuels. Sur les côtes, il y a des panneaux également qui sont parfois accrochés, mais c'est évidemment plus difficile à faire transparaître en mer que sur terre. Ces espaces protégés peuvent comporter parfois plusieurs zones. Alors, ce n'est pas systématique. J'ai parlé de zones centrales dans le système des parcs nationaux français, j'y reviendrai. Ce système concentrique, il n'est pas réparti partout dans le monde. Donc, ces zones, on les retrouve par exemple de manière équivalente, sans aller chercher à l'autre bout du monde, en Autriche. Vous avez le même système concentrique dans les parcs nationaux autrichiens, par exemple les Hohe-Tauern. En revanche, ni l'Italie, ni la Suisse, ni l'Allemagne n'ont ce système concentrique des parcs nationaux. Donc ce système de zonage, il est très variable d'un pays à l'autre, et on le retrouve aussi en fonction des différents statuts de protection. Par exemple, les réserves de biosphère, elles fonctionnent avec un système concentrique, avec 3 zones concentriques. Je fais partie du groupe de travail qui accompagne, groupe de travail scientifique qui accompagne Grand Lac sur le projet de réserve de biosphère du lac du Bourget, dont on devrait avoir la réponse de labellisation par l'UNESCO en septembre prochain. Donc vous avez à l'intérieur de ces zones, en général, des gradients. Alors le gradient de protection, plus vous allez vers la partie centrale de l'espace protégé, plus le niveau de protection est élevé. Plus vous en éloignez, au contraire, plus l'équipement touristique ou la présence humaine par le biais de villages est importante. Et à l'intérieur de ces zones, on a décidé de la mise en place de mesures de protection qui sont variables, pendant longtemps qui étaient assez segmentées. On s'est beaucoup au 19e siècle et début du 20e attaché à la protection des paysages. Et puis on s'est rendu compte que protéger les paysages, ça avait aussi ses limites. On s'est parfois attaché à protéger une espèce, mais protéger une espèce sans protéger le milieu dans lequel se déploie, ça ne marche pas très bien non plus. Et donc, tout ça s'appuie sur des législations, sur des réglementations diverses et variées. C'est donc bien un acte politique. L'espace protégé, ce n'est pas quelque chose qui est immanent, qui est créé par un acte divin ou que la biodiversité décide toute seule dans son coin, bien entendu. C'est le fruit d'une décision politique liée la plupart du temps à une représentation du territoire. Qu'est-ce qui incarne la nature sauvage, par exemple, au sein de laquelle on souhaite mettre en œuvre des mesures de protection fortes. Et une fois que cet espace protégé est créé, il va être géré, administré par des États. Bon, c'est beaucoup le cas en France, des administrations publiques. En France, les parcs nationaux sont des établissements publics administratifs, des agences fédérales, le National Park Service aux États-Unis, Parks Canada au Canada. Ça peut être des collectivités territoriales, alors c'est moins connu et c'est beaucoup plus présent évidemment dans les territoires qui sont décentralisés, ce qui n'est pas le cas de la France. Mais en France, vous avez par exemple un outil qui est géré depuis une loi de 1983 par les conseils départementaux qui s'appelle les espaces naturels sensibles. Donc là, c'est eux qui ont la main, ce n'est pas l'État qui décide. Ça peut être aussi des associations. L'ancêtre de la Ligue de protection des oiseaux a été à l'origine des premières formes de réserves naturelles, par exemple la réserve des Sept-Îles pour la protection de la vie-faune et notamment pour la protection du macareux. Ça peut être des organismes de gestion également, conservatoires d'espaces naturels, etc. La difficulté venant du fait que, comme je le disais tout à l'heure, on a souvent une forme de confrontation entre des territoires qui sont antérieurement à la création de l'espace protégé approprié, qui sont en tout cas l'objet de certains usages, donc des modalités de fonctionnement à l'échelle locale et en même temps des impératifs nationaux qui peuvent se comprendre au titre de l'intérêt général, au titre de la nation. Cet espace mérite de bénéficier d'un statut de protection et ça ne s'accompagne pas toujours d'une adhésion très forte de la part des acteurs locaux et des collectivités qui sont concernés.
Donc je vous parlais bien de choix politiques, hein, dans le cas français, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais contrairement à ce qu'on lit parfois, hein, les parcs nationaux, par exemple, ne sont pas des outils de protection qui ont été créés en réaction, hein, uniquement à des outils d'équipement, notamment touristiques. Ils sont pensés dès cette période-là comme des compléments. Hein, et donc, il y a une forme d'équilibre qui est recherchée, avec toutes les limites sur lesquelles je reviendrai, dans cette conception qu'on a pu avoir du système des parcs nationaux à la française. Alors, deux questions vont nous guider. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que le maillage du territoire français par les espaces protégés est complet? J'ai mis évidemment ça entre guillemets parce que c'est bien entendu très subjectif. Hein. Est-ce que finalement, on a atteint d'un strict point de vue surfacique et quantitatif les objectifs de protection qu'on s'était fixés, notamment dans les grandes conventions internationales, et face à des objectifs qui ont longtemps été très quantitatifs, est-ce qu'il n'est pas temps de se poser la question de l'appropriation et donc, in fine, de l'efficience des dispositifs de protection, parce que effectivement, si on se heurte à une forte opposition, les objectifs de protection peuvent être largement entravés. Alors, je vous propose de réfléchir en 4 temps, si j'y arrive dans le temps qui m'est imparti. On aura des questions hein, si jamais on ne traite pas tout ça. Je ferai quand même une petite focale à l'échelle internationale hein, pour qu'on puisse situer la France et bien comprendre comment ça s'inscrit dans un mouvement international. Je dirais quelques mots là aussi relativement rapides sur la diversité des types d'espaces protégés auxquels on est confronté en France. Je reviendrai sur le plus symbolique d'entre eux dont on a déjà beaucoup parlé, le parc national. On verra que historiquement, les choix politiques dont je vous parlais précédemment, ils sont en France essentiellement focalisés sur la montagne. Hein. C'est un parti pris, c'est pas du tout là encore quelque chose qui relèverait d'une immanence ou d'une sorte de déterminisme physique hein, qui obligerait à protéger la montagne. On a beaucoup plus en France protégé la montagne que le littoral, par exemple. Et puis je dirais quelques mots, si j'en ai le temps, sur les Outre-mer, Guadeloupe et Guyane notamment. Alors à l'échelle internationale, je reprends quelques infographies qu'on avait produites pour l'Atlas mondial des espaces protégés. Le mouvement de création des parcs nationaux à l'échelle internationale et de tous les types d'espaces protégés n'a cessé, comme vous le voyez sur le graphique, de croître. Le déclencheur hein, et le premier mouvement qui est officiellement reconnu, alors ça se discute parce qu'il y a eu des formes antérieures dès 1852 aux États-Unis, mais classiquement, on retient que le premier parc national et donc le premier espace protégé au monde, c'est le parc national de Yellowstone en 1872. Alors, ce qui est singulier, hein, parce qu'a posteriori, on interprète Yellowstone comme une forme de matérialisation de la protection de la nature sauvage, le décret signé par le président des États-Unis, Ulysses Grant, stipule que Yellowstone est créé comme parc public, je cite, hein, c'est-à-dire l'équivalent de Central Park, si vous voulez, à destination de l'usage et de l'agrément du public. Donc il y a déjà dans la conception du modèle nord-américain l'idée que cet espace il est à destination de tout le peuple américain, hein, et qu'il n'a pas du tout hein, de finalité première, ce qu'on pourrait appeler de forme anachronique la protection de l'environnement, hein, et on ne parlera surtout pas de la protection de la biodiversité, puisque la biodiversité, c'est un terme qui est créé en 1988, donc en 1872, on ne parle pas de biodiversité. Alors, à destination du public, hein, avec évidemment un bémol dont vous vous doutez, hein, c'est que les 5 ethnies amérindiennes qui étaient présentes à Yellowstone ont toutes été soit déplacées, soit massacrées, hein, pour faire place nette aux politiques de protection sur un espace de plus de 3700 km², c'est-à-dire l'équivalent de la superficie de la Corse. Hein. Donc Yellowstone est créé dans une logique qui est fortement portée par le courant transcendentaliste aux États-Unis, qui est à peu près contemporain des romantiques en Europe, notamment par des figures philosophiques comme Thoreau ou Emerson, qui militent en faveur de ce qu'on appelle le ou la wilderness, hein, il n'y a pas de genre déterminé, qu'on a traduit improprement en français par nature sauvage. Mais contrairement à ce qui est beaucoup pratiqué, ce terme de wilderness ne s'applique pas du tout hein, dans le contexte européen. C'est un terme qui est fortement teinté de cette mouvance transcendentaliste dont j'ai parlé, mais aussi d'une très forte religiosité, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays européens, hein, en lien avec le protestantisme. Et l'idée selon laquelle, finalement, cette nature sauvage, spectaculaire, emblématique, les déserts de Yellowstone, ont été créés par Dieu, et qu'on va forger la nation états-unienne, hein, qui se construit progressivement par le front pionnier de l'Est vers l'Ouest, la conquête de l'Ouest. On construit la nation états-unienne sur ces grands espaces hein, qui incarnent le wilderness. Donc c'est un projet politique de construction d'un État-nation
qui va être ensuite dupliqué, hein, puisque dès 1890, vous avez le parc du Yosemite, par exemple. Et vous voyez sur la carte que les parcs pionniers, les points violets, et les premiers États à avoir lancé leurs parcs nationaux, hein, leurs premiers parcs nationaux, en vert foncé, ce sont principalement des colonies britanniques. Hein. Donc on retrouve le Canada avec Banff, toujours dans les Rocheuses, dès les années 1880 également. Le National Park ici en Australie, Tongariro dans l'île du Nord en Nouvelle-Zélande, Sabi Game Reserve en Afrique du Sud qui va devenir le parc national de Kruger, qui est aujourd'hui un des parcs les plus recherchés pour le tourisme de safari. Hein, c'est là où on trouve notamment ce qu'on appelle les Big Five, c'est-à-dire les 5 espèces les plus emblématiques de la faune africaine, l'éléphant, la girafe, etc. etc. Et il faut attendre quand même pas mal de temps, hein, vous le voyez, pour que l'Europe suive ce mouvement, puisqu'en 1909 seulement, la Suède crée dans le nord de son territoire, en Laponie suédoise, 9 parcs nationaux coup sur coup, dont le plus célèbre hein, est le parc national de Sarek, c'est celui qu'on vous a représenté ici sur la carte. Alors à l'époque, ce n'est pas pour lutter contre l'équipement touristique, hein, il n'est pas question de station de ski en 1909 dans le nord de la Suède, mais c'est pour des projets d'équipement hydroélectrique. Donc les parcs nationaux sont vus par le gouvernement suédois comme un outil de blocage des projets d'équipement hydroélectrique. Et puis ensuite, la Suisse va suivre hein, avec ce qu'on a indiqué ici comme l'Engadine. En réalité, son nom, c'est Parc national suisse, parce que les Suisses ont été les deuxièmes en Europe, mais ils n'ont créé depuis 1914 qu'un seul parc national. Les 2 autres projets de parcs nationaux en Suisse ont été bloqués par des votations. Vous avez une majorité des communes qui se sont opposées à la création de ces parcs, donc ils n'ont pas vu le jour. Puis l'Italie en 1922, l'Islande en 1924, etc., etc. Alors la situation actuelle est la suivante. Je vous ai pris les derniers chiffres dont on dispose depuis le 1er juin, donc je n'ai pas plus récent à vous proposer. 303 000 espaces protégés à l'échelle planétaire, ce qui couvre à peu près hein, 16,5% de la surface du globe. Vous voyez que les grandes conventions internationales avaient fixé il y a quelques années 17%. Donc l'objectif d'atteinte des surfaces hein, qui avaient été fixées il y a quelques années est désormais atteint. Ça représente 22,12 millions de kilomètres carrés. Pour que vous ayez un ordre de grandeur, le Canada, c'est 9 millions de kilomètres carrés et la Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés. Hein, donc ces surfaces sont aujourd'hui extrêmement conséquentes. Vous le verrez sur la carte qui va suivre. Et surtout, si vous voyez le rythme d'accélération, en 2016, il y a 9 ans, on était seulement à 200 000 espaces protégés. Ça veut dire qu'on a augmenté de 50% dans ce laps de temps. En revanche, il y a toujours eu un décalage relativement élevé avec les espaces protégés sur les espaces maritimes, puisqu'il faut attendre véritablement les années 1970 pour qu'on commence à protéger les océans. Hein, c'est très tard. D'abord parce que c'est des milieux qui sont scientifiquement peu connus, parce qu'on rejette en mer toute une série de déchets en provenance des terres dont les conséquences sur le milieu marin sont relativement graves, mais qui sont encore relativement peu mesurées. Et donc, à partir du moment où les scientifiques vont alerter sur l'état de dégradation des océans, eh bien, vous avez un mouvement de décollage et de rattrapage, hein, parce que vous voyez que le rythme de croissance des aires marines protégées est beaucoup plus élevé. Nous en sommes aujourd'hui à 16 500 aires marines protégées, soit 30 millions de kilomètres carrés. Vous voyez qu'elles sont beaucoup moins nombreuses que les espaces terrestres, mais elles sont beaucoup plus vastes, ce qui explique hein, qu'on ait aujourd'hui des surfaces assez conséquentes. Malgré tout, hein, seulement 8% de la superficie des océans. Alors ça dépend comment on compte tout ça, notamment parce qu'on se heurte à une difficulté hein, que la carte laisse transparaître ici. Je suis toujours sur la question des aires marines protégées. Si vous regardez bien la forme de ces espaces qui sont en bleu, on a des formes qui sont quand même relativement singulières. À quoi correspondent-elles, à votre avis ? Des îles, donc là effectivement hein, vous avez des îles et puis on a détouré un périmètre aux alentours. Ça c'est les terres australes et antarctiques françaises hein, que vous avez ici notamment. Kerguelen, Crozet, etc. Oui, des territoires lointains. Et donc, ça correspond effectivement aux eaux territoriales. Les zones économiques exclusives, pourquoi ? Parce que par définition, aucun État du globe ne peut s'arroger la prérogative de créer des espaces protégés dans les eaux internationales, puisque par définition, les eaux internationales appartiennent à tous. Donc théoriquement, c'est valable pour l'exploitation des ressources qu'elles contiennent, notamment la pêche, mais c'est aussi valable hein, pour les possibilités de créer des statuts de protection. Ce qui fait qu'en réalité, vous avez une surface qui est relativement limitée des océans qui est sous statut de protection, parce que les États sont coincés en quelque sorte hein, par les limites des eaux territoriales. Alors ici, vous avez un continuum très intéressant
qui est la grande barrière de corail en Australie, qui fait la jonction avec le parc de la mer de corail autour de la Nouvelle-Calédonie. Et les deux se jouxtent, mais d'un côté, vous êtes dans les eaux territoriales australiennes, de l'autre, vous êtes dans les eaux territoriales françaises. Enfin, en tout cas, françaises pour l'instant. On ne sait pas encore pour combien de temps. Alors, il y a eu plusieurs tentatives de création d'espaces protégés dans les eaux internationales. Je vous en donne un seul exemple. Ici, dans l'Atlantique Nord, au sud de l'Islande, vous avez l'Islande ici et le Groenland. Il y a eu donc ce projet qui apparaît toujours sur les cartes de l'Union internationale pour la conservation de la nature, de création d'une aire marine protégée dans les eaux internationales. On s'est dit, là, personne ne va avoir de revendications, tout va bien se passer, etc. Eh bien non. L'Islande revendique ce territoire parce qu'il est particulièrement intéressant pour elle, pour la pêche à la morue. Et donc, les Islandais considèrent qu'on n'est pas dans les eaux internationales, mais qu'on est dans les eaux islandaises. Donc, il y a des conflits autour de la mise en œuvre de ces aires marines protégées. Sur les espaces protégés sur Terre, en vert, vous voyez que de très loin, le plus vaste parc national au monde, le plus vaste espace protégé du monde, c'est le parc national du nord-est du Groenland. Il fait 1 million d'hectares. C'est plus de 50% de la superficie du territoire groenlandais. Et puis, vous avez de très vastes espaces protégés dans le bassin amazonien, en Alaska et dans les Rocheuses, j'en ai parlé, le long de la côte namibienne, par exemple, dans l'est de la Sibérie, en Australie, etc., etc. Alors, en France, on distingue classiquement, pour faire simple, 3 types de statuts de protection. D'une part, ce qu'on appelle la protection dite réglementaire, donc selon la définition que je vous ai donnée tout à l'heure des espaces protégés, la protection réglementaire, c'est celle qui s'adosse à une réglementation. C'est le modèle le plus connu dont on a parlé jusqu'à maintenant. Les parcs nationaux, c'est aussi les réserves naturelles, les arrêtés de protection de biotopes, pardon. Ça relève de la protection réglementaire. Et quand la protection réglementaire est vraiment adossée à des moyens de gestion, à du personnel, la France a adopté depuis 2022 un arrêté qui définit ce qu'on appelle la protection forte. Alors cette protection forte était déjà dans l'air du temps, c'est pour ça qu'on n'avait plus la cartographie dans l'Atlas des espaces protégés en France. Vous avez ici 2 cartes. Celle de gauche présente les superficies communales qui sont en protection forte, ce sont donc les valeurs absolues. Et la carte de droite, c'est toujours à l'échelle communale, mais cette fois en valeur relative, c'est-à-dire le pourcentage de la commune qui est sous statut de protection. Et donc sur une carte comme sur l'autre, vous voyez ressortir de manière extrêmement nette les principaux parcs nationaux français, les Pyrénées, les Cévennes, les Forêts, la Vanoise, les Écrins, le Mercantour, la Camargue, qui n'est pas un parc national, mais qui est un empilement de statuts de protection, j'y reviendrai, avec des communes qui sont concernées par des niveaux de protection forte qui dépassent parfois les 10%. Le record étant détenu par la commune de La Chapelle en Val-Gaudemar, puisque La Chapelle en Val-Gaudemar, c'est 86% de son territoire en cœur du parc national des Écrins, plus une réserve naturelle. Et donc, effectivement, il ne reste plus beaucoup de surface à d'autres usages que celle de la protection. Alors, si on additionne tous les types, et évidemment, je ne vais pas vous faire un catalogue ici, d'espaces protégés que l'on peut trouver sur le territoire français, on aboutit à des cartes qui sont à la limite de la lisibilité. Donc, pour cette carte, on avait fait le choix de ne pas tout représenter. Si on avait rajouté les ZNIEF, zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, qui couvrent 30% du territoire français, on n'aurait plus rien vu sur la carte. Déjà, les parcs naturels régionaux, c'est 28% du territoire français. Vous les avez ici en vert clair. Les parcs nationaux sont en vert foncé. Vous avez les petits points jaunes ou vert clair qui sont des réserves naturelles. On en a un certain nombre. Et puis, vous avez sur le littoral les sites qui ont été acquis par le Conservatoire du littoral. Et ça me permet de passer à une deuxième catégorie, qui est ce qu'on appelle les protections par acquisition foncière, qui a été mise en place notamment grâce à la création du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres en 1975. C'est Jacques Chirac qui est Premier ministre à l'époque. Parce qu'on se rend compte que la protection réglementaire, effectivement, ça a du bon, une certaine efficacité, mais en termes d'acceptation sociale, ce n'est pas forcément optimal. La protection contractuelle que j'ai enjambée, c'est celle des parcs naturels régionaux. Comme son nom l'indique, on signe un contrat. Donc en France, ça s'appelle souvent une charte entre les différents acteurs, mais ça n'engage à rien, ça ne contraint à rien. Donc le contractuel, c'est bien gentil, mais en termes d'efficacité de protection, ce n'est pas toujours optimal non plus. Et donc on s'est dit que finalement, le meilleur moyen pour aboutir à des objectifs de protection, c'était d'acquérir les terrains. Et donc ça passe par des droits de préemption. Quand vous avez un terrain qui est en vente, le Conservatoire du littoral peut se porter acquéreur, et ce qui permet évidemment, en étant propriétaire, d'éviter des constructions. Ça a été beaucoup pensé dans les années 70 pour lutter contre l'urbanisation touristique du littoral, évidemment. Et ce Conservatoire du littoral décline également ses possibilités d'acquisition foncière sur les lacs
qui sont d'une certaine superficie à l'intérieur du territoire français. Et c'est le même mode de fonctionnement pour tous les sites roses que vous avez ici. Ça, c'est les conservatoires d'espaces naturels qui sont également présents. En général, il y en a un par département de ces conservatoires. Alors, ça nous donne à peu près 5500 espaces protégés sur le territoire français. On n'a pas compté toutes les catégories. On n'enregistre pas en général dans les espaces protégés, dans chacun des États, les dispositifs de protection et de labellisation à l'échelle internationale, que vous connaissez sans doute, qui sont les réserves de biosphère dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont les sites inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, ce que l'UNESCO appelle des biens. Les géoparcs, l'inscription des zones humides au titre de la Convention de Ramsar, Natura 2000, tout ça, c'est des engagements internationaux de la France qui ne sont pas comptabilisés dans les espaces protégés nationaux. Mais vous voyez qu'avec 5500, il y a déjà de quoi s'occuper. Alors, faisons une petite focale. Je vais m'appuyer ici sur l'Atlas Savoie-Mont-Blanc qu'on avait réalisé il y a quelques années. Donc, vous voyez que les deux Savoies, globalement, sont relativement bien pourvus. Un parc national sur le territoire savoyard, 2 parcs naturels régionaux, dont les Bauges qui, évidemment, sont aussi présentes en Haute-Savoie. Et puis, la Haute-Savoie est un des départements français qui est caractérisé par le plus grand nombre de réserves naturelles. Il y en a 9 en Haute-Savoie qui apparaissent en partie ici. Et on avait représenté également un type de protection qui est assez peu connu, mais qui est le plus ancien sur le territoire français, qui remonte à une loi de 1905, qu'on appelle les sites classés et les sites inscrits, qui sont toujours en vigueur, même si les ministères de tutelle se posent des questions sur leur devenir. Et là, vous avez en rouge les sites classés et en vert les sites inscrits. Alors, parmi les sites classés les plus importants de nos départements, on a le cirque du fer à cheval, qui est inscrit depuis maintenant une trentaine d'années dans une opération grand site. Les opérations grand site, ce sont des outils de conciliation entre un statut de protection, donc en l'occurrence uniquement site classé, et une très forte fréquentation touristique. Donc le cirque du fer à cheval, c'est 700 000 visiteurs par an. Quand on dit par an en montagne, ça ne veut pas dire grand-chose. Le cirque du fer à cheval, c'est 2 mois, voire même 1 mois. C'est 700 000 du 15 juillet au 15 août, en gros, à peu près. Et donc, ça veut dire que cette très forte fréquentation, elle a introduit au fil du temps, dans les années 60, 70, 80, des formes d'artificialisation, des parkings au plus près du site, des cahutes de vente de baraques à frites et autres diverses et variées. Bon, donc tout ça, maintenant, on essaye de le décaler, de le déplacer en aval. Et donc, si le processus d'opération Grand Site aboutit et donne satisfaction, il y a une labellisation qui s'appelle Grand Site de France. Et donc, dans ces opérations Grand Site et Grand Site de France, vous avez tous les grands sites mondialement connus de la France, le Pont du Gard, le Mont-Saint-Michel, le sommet du Puy-de-Dôme, la Pointe du Raz, etc., etc. La montagne Sainte-Victoire, enfin la liste est relativement longue. Alors vous voyez par exemple que le plus vaste site classé de France métropolitaine, c'est le massif du Mont-Blanc, 1951. Ce qui n'a pas empêché, entre parenthèses, en 1955, de construire le téléphérique de l'Aiguille du Midi, puis la télécabine jusqu'à la Pointe et le Bronner, et d'équiper le domaine skiable des Grands Montets, et le tout à l'intérieur même d'un site classé. Il est vrai qu'à l'époque, le maire de Chamonix est Maurice Herzog, qui est revenu en 1950 auréolé de la première ascension de la Napurna, et il a, on va dire, quelques entre-gens vis-à-vis de l'Élysée et des différents ministères. Donc ça favorise le fait de s'asseoir sur la réglementation en vigueur. Alors, la multitude de protections, je vous parlais de la lisibilité de la carte, elle a aussi une conséquence à plus grande échelle, c'est que vous avez un certain nombre de sites sur le territoire français où on retrouve un grand nombre, parfois presque tous, un grand nombre de statuts de protection. Et donc, notre rôle en tant que chercheur, c'est d'interroger cet empilement. On ne dit pas qu'il faut supprimer les statuts de protection. Alors, il y a parfois des collègues qui ont travaillé, par exemple, au Muséum national d'histoire naturelle à la mise en place des SNIEF. Alors, quand on leur dit, les SNIEF, 30% du territoire, est-ce que c'est utile de le maintenir, etc., c'est une forme de sacrilège. Bon, mais malgré tout, on est là pour poser des questions. Et donc, lorsque vous avez ces superpositions avec des périmètres qui sont différents, parce que rarement, vous avez des périmètres qui sont parfaitement jointifs et qui se recoupent à l'identique. Ce ne sont pas toujours les mêmes gestionnaires.
La question de la lisibilité se pose justement quand c'est les mêmes gestionnaires. Hein. Vous êtes le même gestionnaire, mais il y a 2 statuts de protection, donc on ne comprend pas. Bon, tout ça pose la question d'une part de l'efficience de ces dispositifs de protection. Est-ce que c'est favorable ou pas à la biodiversité? On peut s'interroger. Hein. Ce n'est pas parce qu'on met 10 statuts de protection que c'est plus favorable à la protection de la biodiversité. Bon, typiquement, le statut de protection le plus fort en France, c'est le cœur de parc national, hein, en dehors de l'exception des réserves intégrales, j'y reviendrai. C'est peut-être pas utile, en plus d'un cœur de parc national, de rajouter 25 couches. Bon. Et puis, par ailleurs, ça pose également la question de la lisibilité, hein, pour le grand public, puisque, évidemment, hein, il y a déjà des confusions qui sont parfois savamment entretenues entre parc naturel régional et parc national. Donc, a fortiori, si vous ajoutez des statuts de protection qui sont très largement méconnus, bah, ça pose la question de la reconnaissance ensuite de cet empilement. Donc là, vous avez un modèle type, hein, où on a différents types de statuts de protection, hein, que vous pouvez lire dans la légende, et des statuts de protection qui sont aussi souvent considérés, hein, et à juste titre, comme des labels. Alors les calanques n'ont pas attendu le statut de parc national pour attirer les foules. Est-ce que le statut de parc national renforce la fréquentation touristique? Sans doute. Hein. En tout cas, la communication touristique qui est faite par les élus marseillais autour y contribue. Hein. Ils ont refusé le parc national pendant 40 ans et ils jouent largement sur la communication touristique et l'attractivité des calanques depuis. Mais vous avez donc, vous le voyez, hein, différents statuts, différents niveaux de reconnaissance. Alors certains sont des espaces protégés, hein, de reconnaissance internationale, j'en ai parlé tout à l'heure. D'autres sont simplement des labels de protection. La question se pose donc de leur lisibilité. On peut, à juste titre, hein, défendre que ce sont des outils de reconnaissance, par exemple le diplôme européen des espaces protégés, de la qualité des mesures de protection mises en œuvre. Hein. C'est tout à fait défendable. Encore une fois, notre rôle de chercheur n'est pas de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut supprimer ou ce qu'il faut ajouter. Néanmoins, 2 exemples, hein, parmi les plus emblématiques que je voulais ici vous proposer. Vous avez, à travers l'exemple de la Camargue, carte du haut, et l'exemple de Fontainebleau, carte du bas, hein, qu'on développe dans l'Atlas des espaces protégés, les 2 sites de France dans lesquels vous avez le plus grand nombre de statuts de protection. Ils sont au nombre de 16 pour la Camargue, donc vous trouvez à peu près tout ce que j'ai énuméré jusqu'à maintenant. Hein. Ça commence en 1927 avec une réserve botanique et zoologique à l'époque, hein, et puis différents statuts qui sont venus se surimposer. Et puis Fontainebleau, 60 km de Paris, évoqué dès 1892 pour la création du premier parc national en France. Hein, quand on parle pour la première fois de parc national, ce n'est pas en Vanoise, hein, c'est à Fontainebleau, à 60 km de Paris. Et donc Fontainebleau, vous avez 17 statuts de protection empilés les uns sur les autres. Donc on le voit assez nettement, hein, autour de cette forêt de Fontainebleau. Vous avez différents types de statuts, notamment parce que les peintres qui s'étaient regroupés dans ce petit village à l'époque de Barbizon, ce qu'on a appelé l'école de Barbizon, hein, les peintres étaient très attachés à la forêt qu'ils peignaient. Hein, c'est de là d'ailleurs que viennent les paysages pittoresques, hein, qui méritent d'être peints. Et donc ils ont souhaité batailler à l'époque pour éviter qu'on exploite la forêt de Fontainebleau. Bon. Et à l'époque, il n'y a pas de ministère de l'Environnement. Hein. Le ministère de l'Environnement en France, il est créé en 1971. Et donc, il s'adresse au ministère des Beaux-Arts. Et le ministère des Beaux-Arts va céder à leur demande. Et en 1861, ils vont créer les séries artistiques. Hein, ça montre bien cette finalité justement pittoresque. Les séries artistiques de Fontainebleau, on peut considérer que c'est le premier type de statut de protection à proprement parler en France. Après, en 1857, la réserve de la Grande Chartreuse. Hein, la Grande Chartreuse est le premier espace qui, sur le territoire français, bénéficie d'un statut de protection. Alors, puisque je remonte un petit peu loin dans l'histoire, je ne l'ai pas précisé, je vais le faire ici. En tant que géographe, on défend l'idée selon laquelle il n'existe pas d'espace protégé de tout temps. Tout phénomène social est daté dans le temps, hein, donc depuis que l'humanité est sur Terre, il n'y a pas des espaces protégés, puisque parfois on me dit « oui, mais les Romains, ils protégeaient aussi la nature, oui, mais Colbert avec ses forêts, etc. » Colbert a planté des forêts, absolument pas pour protéger l'environnement ou la biodiversité, hein, pour les raisons anachroniques que j'ai évoquées. Colbert s'est préoccupé de forêts pour avoir de la futaie pour la marine, hein, donc ça n'a rien à voir, c'est un objectif militaire, et donc ça ne sont pas des espaces protégés. Les espaces protégés sont des inventions de la modernité, de la deuxième moitié du 19e siècle, et sont très fortement liés, j'y reviendrai, hein, au développement du tourisme. Hein, les deux sont fortement corrélés. Alors, parmi tous ces dispositifs, vous avez aussi, hein, c'est d'actualité, donc j'en dis quelques mots, ce qu'on appelle donc des aires marines protégées. Elles sont de différents types de statuts en France. Vous avez ici l'exemple de la mer d'Iroise. Alors, mer d'Iroise, on a une Natura 2000.
On a le parc naturel régional de l'Armorique qui vient jusqu'à la limite du périmètre de parc naturel marin. On a une réserve de biosphère sur les 3 îles de la mer d'Iroise, hein, Saint, Molène et Ouessant. Et ce sont notamment les Iliens, hein, les habitants de ces 3 îles, qui se sont battus contre le projet de parc national qui est porté depuis 1991. Ça s'est très mal passé pour les chargés de mission en charge du projet de création de parc national. Et donc, par défaut, le ministère, dans la loi qui va réformer les parcs nationaux, hein, la loi du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, parcs naturels régionaux, crée un 3e statut qui n'existait pas en France, qu'on appelle les parcs naturels marins. Alors pour le coup, les parcs naturels marins, dont les mauvaises langues disent que le statut a été créé uniquement pour la mer d'Iroise, le parc naturel marin, il n'a aucun dispositif réglementaire. Hein, c'est de la protection très souple, pas du tout de contraintes. Et donc, ça correspondait un petit peu aux attendus, hein, à la fois des Iliens, et puis en même temps, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas les pêcheurs professionnels qui se sont opposés également à ce projet de parc national, ce sont les pêcheurs amateurs, hein, les pêcheurs à pied, les ramasseurs de coquillages, si vous préférez. Et donc, les parcs naturels marins, depuis la loi de 2006, ils ont rencontré un franc succès, hein, puisque, comme vous le voyez, on en a créé 9. Alors, il n'y en a plus que 8 actuellement. Ce n'est pas une erreur de ma part, simplement. Mayotte a fusionné avec son voisin, le tout petit archipel des Glorieuses, qui est un archipel inhabité, donc on le connaît très peu, hein, qui est au large de Mayotte. Il y avait 2 parcs naturels marins. Ils ont fusionné en un seul. Hein, donc, aujourd'hui, c'est le parc naturel marin de Mayotte. Il y a quelques projets en cours, mais qui sont, pour l'instant, relativement enlisés, notamment un projet dans l'estuaire de la Loire. Vous avez le port de Saint-Nazaire, vous avez un certain nombre d'installations de l'avionneur Airbus. Hein, c'est notamment dans cet estuaire de la Loire qu'on fabrique l'avant des avions. Et donc, les enjeux économiques et industriels sont relativement importants. Un certain nombre d'acteurs ne voient pas forcément d'un bon œil l'arrivée d'un parc naturel marin, même si, encore une fois, hein, il n'y a pas de réglementation. Bon, vous voyez que le tracé d'un parc naturel marin, c'est relativement simple. Hein, on suit les méridiens et les parallèles. Hein, donc, on trace tout ça au cordeau et on s'arrête au maximum à la limite des eaux territoriales, puisqu'après, c'est chez le voisin, ici, en l'occurrence, pour le golfe du Lion, l'Espagne. Alors, le parc national sur le territoire français, il est donc caractérisé, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, hein, par ce système concentrique qui est assez singulier hein, dans le modèle des parcs nationaux à l'échelle internationale. Il a été pensé par un architecte à qui le ministère de l'espace rural, puisqu'à l'époque, encore une fois, il n'y a pas de ministère de l'Environnement, a confié la conceptualisation hein, de ce système des parcs nationaux. Il s'appelle Denis Pradel. Et donc Pradel, qui est un des concepteurs de la station de Courchevel avec Laurent Chappy, avait dessiné ce système concentrique et il avait pensé donc d'une part une zone centrale qui est devenue dans la loi de 2006 un cœur et autour une zone périphérique hein, qui intégrait soit les communes qui avaient une partie de leur territoire en zone centrale, on intégrait le restant, soit des communes qui n'étaient pas en zone centrale mais pour lesquelles on plaçait la totalité de la commune en zone périphérique. La loi 2006 a réformé ça, c'est devenu donc le cœur, ça ne change rien, hein, une naturalité maximum, une réglementation, des agents en charge de la police de l'environnement qui sont là pour faire respecter cette réglementation. Et en revanche, la zone périphérique est devenue l'aire optimale d'adhésion dans un premier temps, puisqu'on a demandé aux communes qu'on avait consultées, mais il n'y avait pas eu nécessairement hein, d'avis plus avancé. Les communes avaient été consultées au moment de la création, est-ce que vous voulez entrer dans la zone périphérique ou pas? Bon, même si elles ne voulaient pas, on les avait intégrées quand même, la plupart du temps. Le système de l'aire optimale d'adhésion fait qu'on consulte les conseils municipaux. Les conseils municipaux doivent voter ou non. S'ils votent favorablement à une charte qui définit la convention, les conventions hein, sur lesquelles on s'accorde et la manière dont on va gérer l'environnement dans cette aire d'adhésion, eh bien les communes intègrent à ce moment-là ce qu'on appelle l'aire d'adhésion. C'est pour ça que dans un premier temps, on a parlé d'aire optimale d'adhésion et c'est devenu l'aire d'adhésion. La loi de 1960 prévoit également un outil de protection qui est l'outil le plus fort hein, sur le territoire français, qu'on appelle la réserve intégrale. Donc depuis 1960, on n'a pu en créer que 4. La première, elle naît en 1995 dans le parc national des Écrins. C'est la réserve du fond du Lovitel. Parc national de Porquerolles, Parc national du Mercantour et Parc national des Forêts. Hein, donc il y en a eu 4 qui ont été créés de ces réserves intégrales. Donc en réserve intégrale, il n'y a pas d'autorisation de pénétration qui est permise. Hein. C'est réservé uniquement à des scientifiques, après autorisation préalable du directeur du Parc national, essentiellement donc, pour des travaux scientifiques, pour des mesures, pour voir un petit peu comment ces milieux qui ont été placés sous un statut de protection strict évoluent par rapport à des milieux équivalents qui n'ont pas les mêmes dispositifs.
Donc, les cœurs de parcs nationaux, c'est-à-dire la protection forte, la protection réglementaire, en France, c'est à peu près 4% du territoire national. C'est à peu près la moyenne mondiale. Vous voyez que c'est très déséquilibré entre la métropole et les outre-mer. C'est un peu, sans mauvais jeu de mots, l'arbre qui cache la forêt, hein, puisque sur ces 4%, si vous enlevez le parc national amazonien de Guyane, il reste plus grand-chose, hein. Le parc amazonien de Guyane, lui tout seul, c'est 20 400 km². Donc, vous voyez que c'est quand même une partie substantielle de l'ensemble. Alors, ces parcs nationaux, ils sont en général classés par les instances internationales. Et ici, je m'appuie à nouveau sur l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. Alors, c'est une ONG qui a été créée à Fontainebleau en 1948 et dont le siège est à Gland, en Suisse, hein, sur les rives du lac Léman. Et donc, l'UICN propose une catégorisation des espaces protégés à l'échelle mondiale. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir comparer les espaces protégés entre eux. Quand on dit parc national, ça n'a pas le même sens, les mêmes implications, les mêmes contenus, les mêmes finalités si on est au Bhoutan, en Australie ou en France. Par exemple, le parc national suisse dont j'ai parlé tout à l'heure, il est en catégorie 1 de l'UICN, c'est-à-dire la catégorie la plus stricte. Vous n'avez pas le droit de quitter les sentiers, vous n'avez pas le droit de bivouaquer, vous n'avez pas le droit de rester dans le parc national la nuit. Et ça, évidemment, c'est des règles qui ne s'appliquent pas dans les parcs nationaux français. Donc, les parcs nationaux français sont en catégorie 2. C'est de la protection réglementaire, hein, mais ce n'est pas la protection la plus stricte. Et les catégories de l'UICN descendent jusqu'à 6. 6, c'est typiquement les parcs naturels marins, hein, dont je vous ai parlé, qui sont soit en 6, soit en 5. Les parcs naturels régionaux sont en catégorie 5. Donc, bon, ça permet quand même de faire un certain nombre de comparaisons, même si ces catégorisations ont des limites, hein. Vous avez à l'échelle planétaire plus d'espaces protégés qui sont en hors catégorie que dans une des 6 catégories. Donc, ça pose quand même un petit peu question. Donc, ces parcs nationaux, comme l'on indique, sont sous la tutelle d'un État qui est à l'origine de la création, du tracé, de la réglementation en vigueur. Je reviendrai sur les questions de tracé. Et un parc national, la finalité principale, c'est la protection de l'environnement. Mais contrairement à certaines idées reçues, contrairement à ce qu'on entend encore, un parc national, en tout cas en France, n'interdit pas les activités humaines, hein. C'est la différence avec les réserves intégrales. Donc oui, il y a de l'activité pastorale, il y a des activités touristiques, des refuges, des sentiers dans un cœur de parc national. Il y a même de l'habitat permanent, hein. Les Cévennes, c'est 600 habitants permanents en cœur de parc national. Et ce, parfois, en tout cas pendant longtemps, sans concertation avec les populations locales. Alors, le panel des parcs nationaux sur le territoire français, hein, ils vous sont familiers. Le premier en application de la loi de 1960, c'est la Vanoise, en juillet 63. Vous avez en dessous la superficie du cœur du parc national, c'est-à-dire ce qui est en vert foncé ici, 528 km². Ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près la superficie moyenne d'un parc national sur le continent européen. La moyenne européenne, c'est 545. Hein, donc, la Vanoise est à peu près dans cette moyenne-là. C'est un petit continent, hein, donc c'est assez logique. Pour la superficie moyenne d'un parc national nord-américain, vous rajoutez un 0, hein, en gros. Porquerolles, qui est créé dans une configuration assez singulière. Hein. Porquerolles a deux spécificités. La première, c'est que Porquerolles naît sans zone périphérique. Hein, donc ça ne concerne que la toute petite île de Porquerolles ici. Et puis Porquerolles a une double superficie à l'époque, on appelle en zone centrale. Hein. Il a une zone centrale terrestre, 19 km², et tout le pourtour de l'île maritime donc, est aussi en zone centrale, 18 km². C'est-à-dire qu'on a protégé la mer Méditerranée en 1963 hein, de manière assez pionnière. En 67, le parc national des Pyrénées, le long de la frontière espagnole, ce que ses détracteurs ont surnommé le parc vermicelle, puisque vous voyez qu'il a quand même une forme très allongée de sa zone centrale à l'époque. Hein. Alors pourquoi ? Parce que les sociétés de chasse, notamment, se sont acharnées à faire déclasser toute une série de terrains qui devaient être prévus en zone centrale pour les mettre en zone périphérique, la chasse étant autorisée en zone périphérique, interdite en zone centrale. En revanche, la chasse est autorisée en cœur du parc national des Cévennes, alors sous condition, mais elle est autorisée néanmoins. Créée donc en 1970. En 1973, le plus vaste parc national de métropole, hein, les Écrins, à cheval sur l'Isère, les Hautes-Alpes, 918 km². Puis le Mercantour en août 1979, à cheval sur les Alpes de Haute-Provence et les Alpes-Maritimes. Si on arrête le déroulé à ce stade, vous voyez qu'entre 1963 et 1979, en 16 ans, eh bien, ont été créés 6 parcs nationaux, 5 sont en montagne, 3 sont dans les Alpes. Ça n'est pas, encore une fois, hein, le résultat d'une nature qui serait particulièrement emblématique, symbolique, etc. Hein. C'est le résultat de choix politiques hein, qui ont considéré que les Alpes incarnaient par excellence la nature telle qu'on voulait la protéger à l'époque. Hein. Et puis, il faut attendre 10 ans pour voir la création du premier parc national de Guadeloupe autour du massif de la Soufrière. C'est encore un parc de montagne.
la Guadeloupe, dans l'île occidentale, ici, ce qu'on appelle la Basse-Terre. Et ensuite, plus rien. Et donc, il faut attendre la fameuse révision de la loi de 1960 en 2006 pour voir aboutir deux projets qui sont dans les tuyaux depuis 1992. Le parc amazonien de Guyane, donc 20 300 km², je le disais tout à l'heure, hein, créé en février 2007. C'était une promesse de François Mitterrand au sommet de la Terre de Rio de Janeiro. Et le parc national des Hauts de la Réunion, encore un parc de montagne, sur le massif du Piton des Neiges, hein, à plus de 3000 mètres, et le massif du Piton de la Fournaise à 2900 mètres d'altitude. Et puis, donc, les travaux, en quelque sorte, hein, se poursuivent. La Berre du Roi, je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens pas, n'a pas obtenu ce statut de parc national. Et elle se range dans ce statut de parc naturel marin. Et donc, c'est en 2012 qu'un des 3 parcs nationaux qui avait été fixé dans le Grenelle de l'environnement, hein, en 2009-2010, le Grenelle avait fixé 3 parcs nationaux, donc les Calanques, 2012, ils sont en projet depuis 1970. Et le parc national des forêts, créé le 8 novembre 2019, ici dans ce secteur, hein, à cheval sur les anciennes régions Bourgogne et Champagne-Ardenne. Et puis le 3e parc national qui était en projet dans le Grenelle de l'environnement, c'est le parc national de zone humide. Alors le ministère avait souhaité travailler sur ce projet de manière un petit peu différente que pour les autres, avec l'idée que la logique très descendante, dirigiste, gaullienne, hein, caractéristique des années 60, c'est-à-dire l'État décide à Paris et puis localement on applique, hein, même s'il n'y a pas d'accord et d'adhésion très forte localement, et ben, on passe en force. Hein, c'est ce qui s'est passé pour le Mercantour. Hein, le Mercantour, août 1979, le choix du mois n'est pas anodin. Hein, vous savez qu'en France, le mois d'août n'est pas spécialement le plus actif. Et donc, il y a une très forte opposition au projet de parc national du Mercantour. Il y a 3 des 29 communes concernées qui se sont déclarées favorables à ce projet. Et le ministère passe en force. Hein, donc, le parc est imposé. Ça va très lourdement l'handicaper, hein, dans l'ensemble de son histoire, puisqu'il faudra attendre 1 an avant que les élus acceptent de siéger au conseil d'administration. Donc, pendant 1 an, le parc national ne va pas fonctionner. Je ferme ma parenthèse. Donc, tout ça pour dire qu'on essaye de sortir de cette logique dirigiste. Et donc, le ministère va souhaiter mettre en œuvre, hein, une démarche ascendante avec un appel à manifestation d'intérêt. Quel territoire serait potentiellement intéressé pour devenir parc national de zone humide? Et à l'issue d'un très long processus de sélection, hein, en gros une logique d'entonnoir, hein, on était parti avec une centaine de sites, on arrive à 3. Vous avez 3 sites qui sortent du lot. La basse vallée de la Seudre, que vous connaissez plus certainement sous le nom de Marais-Oléron, la confluence entre la Loire et l'Allier, et puis la basse vallée de la Loue, dans le département du Doubs, qui sont identifiés comme étant des projets pouvant, hein, correspondre à ces objectifs. Mais immédiatement, vous avez une levée de bouclier des sociétés de chasse et des chambres d'agriculture. Et donc, depuis, le projet est fortement entravé. Il y a eu une tentative de relance à l'époque où Bérengère Abba était secrétaire d'État à la biodiversité en mars 2022. Mais comme en France, on a le chic de changer de secrétaire d'État tous les 6 mois, bah, évidemment, la continuité de l'action publique, qui est un des autres grands mots français, n'est pas assurée. Et donc, bah, ce projet, du coup, depuis, erre dans une situation d'incertitude assez complète. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on a tendance très fréquemment, et d'ailleurs c'est une des stratégies, hein, des opposants, à confondre parc naturel régional et parcs nationaux. Le parc naturel régional, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du contractuel. Hein, donc on se met d'accord sur une charte, sur une durée de 15 ans, et on essaye d'aboutir à un certain nombre d'objectifs. Le parc naturel régional n'a pas de pouvoir de police de l'environnement, il ne peut pas faire appliquer de réglementation, il n'a pas d'agents, hein, assermentés de l'État qui sont là pour mettre en œuvre cette réglementation. Et donc, il a un certain nombre de missions, hein, que la loi n'a pas souhaité lui attribuer sous l'appellation de compétences, parce que les collectivités territoriales en France, régions, départements, intercommunalités, communes ont des compétences, mais les parcs naturels régionaux ont des missions. Ce n'est pas la même chose. Hein. D'ailleurs, ça les place dans une certaine difficulté, hein, pour se faire une place dans le millefeuille administratif français. Et donc, ces parcs naturels régionaux, ils sont pas du tout similaires, hein, aux parcs nationaux. On peut même considérer qu'en 1967, le décret qui les instaure est une sorte de contre-modèle, hein, vis-à-vis du système des parcs nationaux, parce qu'on voit bien que la protection réglementaire stricte, descendante, est là à ses limites. Et le parc naturel régional est conçu à l'époque. Aujourd'hui, on en fait un statut de protection.
hein. Il y a un certain nombre de collègues qui considèrent d'ailleurs que ce ne sont pas au sens strict des espaces protégés, hein, ça pourrait effectivement se discuter, mais dans les années 60, il faut bien se replacer dans le contexte de l'époque, il y a très peu de labellisation agricole, hein. La France rurale continue à se désertifier de manière extrêmement forte, notamment la moyenne montagne, et donc c'est vu comme un outil de maintien de la population grâce à des leviers de développement pour ce qu'on appellera plus tard du tourisme vert notamment, mais en tout cas c'est vu comme un frein à l'exode rural massif, hein. Et donc c'est davantage vu comme un outil de maintien de la population que véritablement comme un outil de protection, le parc naturel régional. Néanmoins, si vous regardez la carte que vous avez ici et ce que j'ai indiqué en haut à droite de la diapositive, 29 des 59 parcs naturels régionaux sont en montagne, hein. Donc là encore, hein, vous avez un tropisme très fort. Si vous additionnez le parc martiniquais, le parc corse, les Pyrénées, le Massif central, les Vosges, le Jura, et puis les Alpes, hein, pour le seul massif alpin, sur 6% du territoire français, vous avez 20% des parcs naturels régionaux, ils sont au nombre de 11, et vous avez les 3 derniers, hein, qui sont sortis, le Doubs horloger, les Corbières, et le dernier, la Rance, hein. Et parfois, je répondrai à des questions s'il y en a là-dessus, je n'ai pas le temps de développer, mais vous avez une perte de statut, hein. Le Marais Poitevin a été déclassé, a perdu son statut de parc naturel régional il y a quelques années. Alors, aussi bien pour les parcs nationaux que les parcs naturels régionaux, vous avez compris que les choix politiques ont privilégié le territoire montagnard, alors même que les premières évocations, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, de parc national ne portaient pas sur la montagne. C'est à Fontainebleau que la première occurrence est identifiée, alors par une grande personnalité qui est l'inventeur de la spéléologie française, qui s'appelle Édouard Alfred Martel. Martel a été un des artisans, alors il sera créé bien après sa mort, mais en tout cas il milite ardemment pour la création du parc national des Cévennes, hein. Et Martel a fait un voyage exploratoire dans les Rocheuses, et il revient en disant il faut faire comme Yellowstone en France, hein. Et donc, il liste une sorte d'inventaire à la Prévert, hein, qui est tout à fait passionnant, de 315 sites pour lesquels il propose un statut de parc national sur le territoire français. Alors, c'est véritablement un inventaire extrêmement hétéroclite, hein, parce que parmi ces 315 sites, il propose notamment de classer parc national le vignoble Saint-Émilion, hein. Donc, vous voyez que c'est quand même relativement hétérogène. Alors, pourquoi des espaces de montagne? Eh bien, parce que vous avez un certain nombre d'acteurs, hein, qui sont très actifs, qui ont un entre-genre extrêmement important, des hautes personnalités, des écrivains, des acteurs divers et variés, des avocats, des rentiers, etc., qui ont des entrées dans les différents ministères et qui vont œuvrer en faveur de la protection de la montagne, alors notamment dans des clubs de développement touristique, hein, comme le Touring Club de France, qui va notamment équiper avec des axes routiers les grands cols du territoire français, et puis des sociétés d'alpinistes, hein, la Société des touristes du Dauphiné, hein, qui crée des refuges dans ce qu'on appelle à l'époque le massif de Loisan, futur massif des Écrins, et en Beldonne, entre autres. Et puis, bien entendu, le club alpin français, vous avez des grandes personnalités françaises, hein, qui considèrent que la création de refuges, le fait de développer l'activité d'alpinisme, ce sont des leviers importants, hein, destinés à façonner la jeunesse française, notamment, hein. Et donc, cet équipement progressif en réseau de sentiers, en refuges, en équipements divers et variés, va permettre progressivement de sensibiliser à la fragilité de ces massifs. Et donc, c'est du tourisme que va naître la protection, avec certes un léger décalage, hein, si vous constatez effectivement la frise dont j'ai parlé tout à l'heure, premier parc dans le monde, premier parc en Europe, hein, 1909 avec la Suède. Donc la France arrive en 1963, donc on glose beaucoup à l'échelle internationale sur un retard français, hein, pas que dans ce domaine-là d'ailleurs. Évidemment, c'est à relativiser. On nous dit beaucoup que les Allemands sont des modèles en manière environnementale, etc. Bon, le ministère de l'Environnement en Allemagne, il a été créé en 1980, hein, donc c'est après la France. Et l'Allemagne, d'un point de vue de ses modes de production énergétique, n'est pas spécialement un modèle du genre non plus. Donc il faut toujours relativiser, hein, ces discours sur le retard français, mais en tout cas, il y a un certain nombre de facteurs explicatifs. J'en ai listé ici quelques-uns, il y en a beaucoup d'autres, bien évidemment, hein. Le premier, c'est un facteur extrêmement important, qui est le poids de la propriété privée, hein. Donc ça, c'est un paramètre fort. Si je prends un exemple, là aussi, de système qui est classiquement considéré comme antagoniste avec la protection, qui est le système soviétique. On a beaucoup dit que le système soviétique avait détruit l'environnement, hein, au titre d'une industrialisation à marche forcée, notamment à l'époque stalinienne, c'est vrai.
Mais dès 1917, alors à l'époque, c'est pas l'Union soviétique, hein, la Russie tsariste crée un outil qu'on appelle les apodevniks, qui est ce qu'on appellerait en France une réserve naturelle. Hein. Donc il y a eu de la protection dès 1917, mais c'est favorisé par le fait qu'il y a peu, voire pas de propriété privée. Hein. Et ça, c'est le cas dans beaucoup de pays du monde où le foncier n'est pas propriété privée. En France, c'est le cas. Et donc, ça veut dire que dans un certain nombre de cas de figure, vous allez créer un espace protégé sur des propriétés privées. Et donc, ça va quand même générer un certain nombre de difficultés. Alors, c'est souvent pas majoritaire. Hein. En Vanoise, la propriété, c'est privée en cœur de parc national, c'est 9%. Mais malgré tout, c'est quand même le cas. Et on pourrait dire, comme l'acquisition foncière, hein, avec les droits de préemption, on va faire une expropriation. Comme ça, l'État devient propriétaire des terrains. Mais les lois d'expropriation, ce n'est pas aussi simple que ça. Hein. C'est des procédures qui sont relativement lourdes. Et le jeu en vaut pas toujours la chandelle. Le deuxième facteur explicatif, c'est l'émiettement communal. En Allemagne, quand ont été créés les parcs nationaux, les instances en charge de ces créations ont discuté avec 8, 9, 10 maires. En France, quand on a créé le parc national des écrins, on a discuté avec 81 maires, ce qui évidemment complique un petit peu la donne. Alors vous me direz, on peut très bien en avoir 8 qui sont contre et 81 qui sont pour. Bon, malheureusement, la probabilité que sur les 81, il y en ait au moins 3 ou 4 qui ne soient pas vraiment d'accord est quand même relativement élevée. Et je rappelle que même si, avec la loi dite commune nouvelle de 2015, on a réussi à diminuer le nombre de communes en France, hein, on est aujourd'hui à 35 400, la France est longtemps restée à 36 600 communes, c'est-à-dire la moitié de l'Europe des 27. Hein. Et donc, par définition, c'est un élément de persuasion et de travail de terrain qui est considérable à mener et qui n'est pas toujours évident. Et puis, vous avez également, j'en ai parlé tout à l'heure, l'importance des représentations avec des espaces qui sont de longue date occupés par un certain nombre d'usages, par un certain nombre d'acteurs, notamment lorsqu'il s'agit de la montagne, des usages pastoraux. Et ces espaces ne sont pas du tout des espaces qui sont considérés comme de la nature sauvage, totalement à l'abri de l'influence humaine. Hein. C'est des territoires du quotidien, pour reprendre l'expression du géographe Didier Méo. Alors finalement, pourquoi la Vanoise? Parce que les dés n'étaient pas forcément dans ce sens-là. J'ai parlé de Fontainebleau, j'ai parlé des Cévennes. Il y a toute une série de projets qui sont bien antérieurs à la Vanoise. Dans les Pyrénées, ce n'est pas le parc des Pyrénées qui devait sortir le premier. Il y a eu un projet de parc national en Ariège, bien avant, dès les années 30. Bon, finalement, l'Ariège, beaucoup plus tard, se contentera d'un parc naturel régional. Donc en tout cas, la Vanoise n'était pas dans les tuyaux pour sortir le premier. Alors, parmi les facteurs explicatifs qu'on trouve dans les archives, on a beaucoup de discours sur la beauté des montagnes de Vanoise. Alors évidemment, dans les écrins, ils disent que les montagnes sont plus belles qu'en Vanoise, et dans le Mercantour, la même chose. Donc ça, c'est pas forcément un argument très valable. La présence du bouquetin, ou plutôt son imminente disparition à l'époque, puisqu'il reste une quinzaine de spécimens au moment où on crée le parc national, qui sont principalement quelques noyaux résiduels, mais des spécimens qui proviennent du Grand Paradis, de l'autre côté de la frontière, puisque le parc national du Grand Paradis, créé en 1922, est frontalier avec le futur parc national de la Vanoise sur 14 km. Et donc, ces individus passent d'un côté et de l'autre de la frontière. Ils se font allègrement tirer dessus en Haute-Maurienne et en Haute-Tarentaise. Donc, le bouquetin, c'est évidemment l'argument officiel, en tout cas du projet porté par le chirurgien grenoblois Marcel Couturier, qui est un projet clairement à visée cynégétique. Couturier était un grand amateur de chasse, et donc il y a une finalité faunistique et même cynégétique. La proximité et la contiguïté avec le parc du Grand Paradis. Alors le Grand Paradis, c'est aussi le résultat d'un projet cynégétique porté par le roi de Piémont-Sardaigne, futur roi d'Italie, Victor Emmanuel, qui décide de créer en 1856 une réserve royale de chasse. Alors, encore une fois, il ne faut pas l'interpréter avec un contresens. Victor Emmanuel ne souhaite pas protéger le bouquetin. Victor Emmanuel souhaite empêcher que les paysans valdôtains ne braconnent le bouquetin parce que c'est un gibier de roi et donc il veut se le réserver. Mais il se trouve qu'après plusieurs décennies de cette politique d'exclusivité, si je puis dire, eh bien, le foyer de bouquetin dans le Grand Paradis devient ce qu'il est, et donc ça justifie la création, plusieurs décennies plus tard, du parc national en 1922. Dans un article de 1963, Benoît écrivait, vous le voyez, des gènes minimes apportés aux populations. Alors ça, c'est différemment interprété. La multiplication des refus et des projets inaboutis d'autres parcs nationaux ailleurs. Des hommes décisifs, ce qui clairement a fait aboutir le projet en Vanoise, c'est la capacité qu'a eu Gilbert André
le maire de Bonneval-sur-Arc qui porte un deuxième projet de parc national parallèle à celui de Couturier. Il a énormément de relais auprès de personnalités, auprès d'intellectuels et dans les ministères. Donc c'est lui clairement qui va forcer la porte et qui va permettre de converger avec un troisième projet qui est porté par les alpinistes, le Club alpin français, notamment l'antenne d'Albertville qui milite en faveur de la création d'un parc national. Et donc ces trois projets vont converger, un projet faunistique, un projet basé sur la pratique de l'alpinisme, et puis cette vision culturelle défendue par Gilbert André, ce qu'il appelait le parc culturel français, qui visait notamment à mettre en place des collèges, qu'on appellerait aujourd'hui des collèges de rééducation, pour la jeunesse égarée, urbaine, qui a coupé tout lien avec le rural et la nature, et qu'on viendrait rééduquer à la dure, en quelque sorte, en montagne. Donc ces trois visions vont converger pour aboutir, mais c'est principalement Gilbert André qui pèsera dans la balance. En revanche, j'ai parlé du rôle des alpinistes. Il est clair que le parc national, qu'on appelle encore à la fin des années 60 du Haut-Dauphiné, lui est clairement le résultat du lobbying extrêmement puissant de Lucien Levis, qui est à l'époque le président du Club alpin français, de la Fédération française de la montagne et du groupe de haute montagne. Et donc Lucien Levis, qui est un industriel extrêmement puissant, a des portes d'entrée au ministère, et c'est lui qui arrache ce qu'il proposera lui-même d'appeler le Parc national des écrins en 1973. Donc le Parc des écrins est clairement obtenu par les alpinistes. L'argument de Levis, c'est clair, il a écrit noir sur blanc. Avec l'équipement touristique de la montagne alpine, une bonne partie du massif alpin est recouvert de remontées mécaniques. Si on ne crée pas le parc national des écrins, on ne pourra plus faire d'alpinisme. En gros, c'est dit comme ça. Donc, c'est assez clair. Et donc, vous avez ici une protection par réaction qui va s'instaurer parce que l'argument principal, moins officiel, mais c'est celui-ci, c'est la forte pression qui s'exerce sur le massif de la Vanoise. Alors, le massif de la Vanoise ne s'éveille pas à l'équipement des sports d'hiver dans les années 60, c'est le cas bien avant. Il y a de la pratique du ski dès les années 1910, à Pralognan, à Pézénan-Croix, à Val d'Isère, etc. Donc ça, c'est toutes les stations de première génération. Mais en revanche, l'État français lance en 1960 le plan neige, et le plan neige cible notamment le massif de la Vanoise, et la station La Plagne est inaugurée en 1961. Donc, ce n'est pas juste un concours de circonstances chronologiques. Clairement, l'État français a conçu, dans une optique de recherche d'équilibre, le parc national comme contrepoids, en quelque sorte, des grandes stations de troisième génération qui allaient voir le jour, La Plagne, les Arcs, Tignes, etc., etc. Alors, ça donne ça sur le terrain, c'est-à-dire une forme de combinaison plus ou moins heureuse entre un équipement touristique qui est important. Ici, vous avez des cercles qui ne sont pas proportionnels, mais qui représentent le nombre de lits touristiques. Alors, je n'ai pas fait des cercles proportionnels, sinon La Plagne, avec ses 60 000 lits touristiques, cacherait toute la carte. Mais vous avez des cercles qui indiquent l'importance du nombre de lits touristiques. Et à l'intérieur, vous avez 4 indicateurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui montrent l'importance de l'équipement pour l'activité touristique, avec les débits de skieurs, avec la mise en place d'infrastructures pour la neige de culture, et ainsi de suite. Et donc, au bout d'une vingtaine d'années, vous avez ce résultat, c'est-à-dire une zone périphérique du parc national de la Vanoise qui est devenu le plus grand regroupement de stations de sport d'hiver au monde, avec un peu plus de 500 000 lits touristiques. Donc évidemment, en Vanoise, cette coexistence et cette contiguïté elle est particulièrement forte. Elle l'est quand même beaucoup moins pour les écrins. Vous avez ici la zone centrale, aujourd'hui le cœur du parc national des écrins, avec le Monétier-les-Bains, les Deux Alpes, l'Alpe d'Huez ou Orsières-Merette, qui sont quand même des stations relativement importantes, mais moins que la densité qu'on trouve en Vanoise. Et encore dans une moindre mesure pour le Mercantour, vous avez quand même quelques stations significatives, Pralou, La Foudalos, Oron, Isola 2000, etc. Alors pour vous montrer l'interaction, très concrètement, on peut s'appuyer sur des documents d'archives. J'avais retrouvé cette carte routière dans le Centre national des archives contemporaines à Fontainebleau. J'avais sorti ça d'un carton. Et donc vous avez ici une carte routière Michelin, tout ce qui est de plus classique, qui a été utilisée par Jacques Florent, qui est à l'époque nommé par le ministère encore de l'espace rural et de l'agriculture, puisqu'il n'y a toujours pas de ministère de l'Environnement, comme chargé de mission pour la création du parc national des écrins. Et donc, on retrouve dans les archives ces lettres de mission. Monsieur Florent, vous avez comme mission d'aller rencontrer tous les élus de toutes les communes et d'aller discuter avec eux pour voir ce qu'on peut faire, en gros. Et donc, Jacques Florent, au sort de ces discussions avec les conseils municipaux avec cette carte, et il colle des gommettes orange station existante au moment où il établit sa carte en 1970. Il colle ensuite des demi-gommettes là où les conseils municipaux, les maires lui ont dit « Nous, on a un projet de station ici. » Et ensuite, il prend un stylo vert
et il trace en vert la limite de la zone centrale qu'il propose aux instances ministérielles, avec 2 extensions en pointillé vert ici optionnelles. Et d'ailleurs, ces 2 extensions optionnelles, c'est une première hein, pour les parcs nationaux. D'habitude, les enveloppes proposées par les chargés de mission sont vastes et le ministère est obligé de réduire parce que, évidemment, il y a un certain nombre d'oppositions. Là, ça va être l'inverse. Hein. Le ministère va décider d'opter pour cette extension-là et cette extension-ci. Hein. Donc, il aura pris plus large que ce que proposait à minima Jacques Florent. Vous voyez en tout cas que son tracé vert évite soigneusement toutes les stations existantes, évidemment, hein, puisque ce n'est pas compatible avec une zone centrale, mais aussi tous les projets pour celle-ci. Alors, ça a permis de dire aux stations, à la création du Parc national des Écrins en 1973, à un certain nombre de communes, que leurs stations n'avaient pas pu se réaliser à cause du Parc national. Bon, c'est un argument, évidemment, qui est assez peu recevable, parce qu'en 1973, on arrive quand même sur la queue de comète du plan neige. Hein. Il y a pratiquement plus de portage de l'État des grands projets. Il y a de moins en moins d'investisseurs. Hein, parce que l'équipement commence à être conséquent. Donc, pour trouver un promoteur qui se lance dans ce type de projet, ça devient relativement compliqué. Et en plus, vous avez des sites qui avaient été envisagés qui sont extrêmement commodes, sur lesquels il n'y avait pas de route d'accès. Donc, il fallait construire la route d'accès parfois sur plusieurs dizaines de kilomètres et qui étaient par ailleurs sur des pentes, soit exposées plein sud. Hein, vous me direz, on a bien fait Orsières-Merette, plein sud également, mais soit sur des plantes plein sud, soit sur des pentes extrêmement avalancheuses. Hein, donc, c'était assez peu adapté et sans doute que ces stations n'auraient jamais vu le jour, parc national ou pas. Dans le cas à plus grande échelle, ici de la Vanoise, hein, avec le cas de Pralognan, vous avez ici l'enveloppe du domaine skiable, alors tel qu'on l'avait tracé pour l'ouvrage collectif dont je vous parlais tout à l'heure dans les années 2000, mais c'est à peu près la même enveloppe du domaine skiable en 1955. Ce qui est d'ailleurs un argument utilisé aujourd'hui. Hein. Lorsqu'on a travaillé sur place, j'avais encore des Pralogniennais, lorsque j'enquêtais, qui me disaient nous, on n'a jamais pu s'étendre à cause du parc national. Hein. Donc c'est un discours qui, plus d'un demi-siècle après, continue à être diffusé. Cette enveloppe du domaine skiable, elle était notamment appelée à se développer dans un certain nombre de projets de grande envergure, en franchissant par le biais de grands téléportés, hein, avec des relais par le Grand Marché ou pas, pour atteindre la calotte des dômes de la Vanoise et atteindre notamment la pointe du Dard à 3200 mètres d'altitude, puisque à la fin des années 60, on est déjà dans l'éveil du ski d'été. Et donc, vous avez des stations qui commencent à équiper des glaciers hein, pour pratiquer le ski toute l'année. Donc, Pralognan vise ces glaciers de la Vanoise hein, pour l'équipement touristique. Et évidemment, hein, le tracé en 1963 de la zone centrale, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle à l'époque, arrive ici et donc va empêcher hein, ces possibilités d'extension. Il y avait également des projets d'extension en destination du col de la Vanoise. Bon, tout ça ne pourra plus voir le jour. Alors là encore, hein, quelle est la responsabilité du périmètre de protection par rapport à d'autres facteurs? Il est vraisemblable de toute façon qu'un certain nombre d'extensions n'auraient jamais pu voir le jour. Vous voyez par exemple que l'extension du domaine skiable s'arrête ici et non pas comme ça aurait pu, en tout cas réglementairement, être le cas ici. Pourquoi ? Parce que là, c'est l'arrivée d'une gigantesque avalanche hein, qui descend de la pointe du Dard, donc sur 1500 mètres de dénivelé, et dont le souffle parfois oblige à fermer le télésiège que vous avez ici. Donc évidemment, il n'y aurait pas eu ni de piste, ni de remontée mécanique ici, parce que sinon, à chaque chute de neige, il aurait fallu fermer cette partie du domaine skiable. Donc là encore, hein, ce domaine, c'est globalement est resté à peu près hein, dans l'enveloppe qu'il a connue à cette époque-là, sans doute pour des facteurs hein, qui ne sont pas exclusivement redevables à la mise en place d'une politique de protection spatialisée avec une zone centrale. Quelques mots de conclusion, si vous voulez bien, sur 2 parcs nationaux ultramarins pour changer un petit peu de cadre. Donc vous avez ici le parc national de la Guadeloupe, hein, qui historiquement est créé sur la Basse-Terre, avec le massif de la Soufrière, donc un parc de montagne, hein, plus de 1400 mètres d'altitude. C'est un massif volcanique. Et historiquement, vous aviez une toute petite zone périphérique avec 4-5 communes ici. Le choix qui a été fait au moment où on passe à une aire d'adhésion, hein, eh bien, les gestionnaires de l'établissement vont faire le choix d'étendre le cœur du parc national, hein, le passage à la zone de la zone centrale au cœur, et d'étendre également l'aire d'adhésion. Et donc, ils vont adjoindre à ce cœur, qui est un cœur montagnard, des étendues de réserves naturelles qui sont maritimes, les îlets Pigeons ici, qui est un site réputé pour la plongée, et le Grand Cul-de-Sac marin, qui est un site de mangrove, là, vous voyez, tous ces secteurs-là vont devenir partie intégrante du cœur du parc national. La loi de 1960 interdisait à ce qu'une zone centrale soit discontinue. La loi de 2006 autorise à ce qu'un cœur soit discontinu. Donc c'est ce qui a permis cette évolution. Et puis ils ont consulté très largement toutes les communes
vous voyez, que vous avez ici, pour leur demander s'ils souhaitaient adhérer ou pas, avec un taux d'adhésion qui, comme vous le voyez à travers les aplats jaunes ici, est relativement élevé. La commune qui accueille le siège du parc national, qui est la commune de Saint-Claude, ayant, à l'inverse, refusé l'adhésion. Vous avez néanmoins un certain nombre de projets d'équipements touristiques qui ont vu le jour, indépendamment de ces évolutions. Ici, je vais simplement vous donner un exemple qui est celui de l'accès au massif de la Soufrière. Donc, vous avez la carte de randonnée sur la droite de manière classique. Donc, le massif de la Soufrière avec les principaux itinéraires d'accès. Donc, historiquement, les visiteurs pouvaient se garer ici sur ce site de la Savane à Mulets à 1160 mètres d'altitude. Et ensuite, il leur restait en gros 300 mètres de dénivelé pour atteindre le sommet de la Soufrière par l'itinéraire classique normal qui est appelé, ce qui est assez courant en montagne, le chemin des Dames. Et puis, vous avez d'autres itinéraires alternatifs qui sont un petit peu plus compliqués, un petit peu plus techniques, mais donc 300 mètres de dénivelé. Cet accès est fermé en 2004 suite à un séisme qui va déstabiliser le piton Tarade. Donc, vous avez des blocs qui tombent sur la route et la route est condamnée. Donc, la route, vous voyez, passe en blanc. Et le parking est déplacé en aval, c'est-à-dire on n'a plus d'accès possible. Donc là, cette fois, les visiteurs doivent partir des bains jaunes. Alors c'est un site avec de l'eau en provenance du volcan, de l'eau sulfurée, donc c'est pour ça que ça s'appelle les bains jaunes ici. Et donc les visiteurs partent à 945 mètres d'altitude, et donc ça rallonge quand même un petit peu. Alors, pour des alpins émérites et chevronnés que vous êtes, 500 mètres d'altitude, c'est totalement négligeable, bien entendu. Sauf qu'on se trouve ici avec le massif de la Soufrière sur un des points les plus arrosés du globe. Il pleut en moyenne 8 mètres d'eau par an au sommet de la Soufrière. Donc, c'est extrêmement humide, c'est très glissant et c'est 340 jours par an en moyenne dans le brouillard. Ce qui fait que, comme c'est un sommet volcanique avec de nombreux cratères, il est préférable quand même de faire un petit peu attention quand on se rend sur le sommet. Il y a déjà eu beaucoup d'accidents et donc beaucoup de personnes ont recours à des accompagnateurs en moyenne montagne qui connaissent le terrain et qui les conduisent jusqu'au sommet. Et donc, vous avez un opérateur privé, donc c'est une entreprise des Antilles qui s'est lancée dans l'idée de construire un téléphérique permettant de faciliter l'accès. Donc, avec une gare de départ à l'extérieur de la zone centrale. Donc là, ça concerne indirectement le parc national, qui a juste un avis à donner. Une gare intermédiaire au niveau des bains jaunes, ici, je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble sur la photo, et une gare d'arrivée à peu près au niveau de l'ancien parking de la Savane à Mulets. Alors, pourquoi un téléphérique? On peut considérer que c'était une artificialisation en cœur de parc, qu'on va rajouter des câbles et des pylônes. Mais en même temps, l'argument de l'opérateur touristique, c'est de dire, pour l'instant, ce sont des voitures sur des routes qui sont, vous voyez, relativement sinueuses, avec des courbes de niveau qui sont relativement resserrées. Donc, on consomme du carburant. Et donc, c'est préférable d'avoir un câble plutôt que les gens montent en voiture. Bon, ce qui est un argument tout à fait entendable. Et le projet de cet opérateur, c'est de créer un centre dédié au volcanisme qu'il avait appelé Volcanopark. C'est pour ça que vous avez le visuel ici, qui était une sorte de mini Vulcania guadeloupéen. En gros, c'était l'idée. Alors, ce projet s'est heurté à une forte opposition d'un certain nombre d'acteurs locaux au titre de l'argument de défense de l'environnement. Vous avez également un certain nombre d'accompagnateurs en moyenne montagne qui se sont opposés à ce projet, en considérant que s'il y avait un téléphérique qui facilitait l'accès, ça allait leur enlever une partie de la clientèle. Bon, ça correspond aussi à une phase où vous avez un tourisme de croisière important qui se développe dans les Caraïbes. Et donc là, un des accompagnateurs en moyenne montagne que j'avais enquêté m'avait dit, vous vous rendez compte, tous ces croisiéristes américains obèses qui vont débarquer et qu'on va amener directement au pied du sommet, et ensuite il va y avoir plein d'accidents sur le sommet parce qu'ils ne sont pas préparés pour se rendre sur place, donc ça va être une catastrophe, donc on est contre ce téléphérique. Bon, c'est un argument comme un autre. Et vous avez également un positionnement de l'établissement public, le parc national, qui est relativement difficile parce que s'opposer de manière catégorique, c'est acter de fait la circulation automobile, puisqu'il n'était pas question d'interdire l'accès sur ces axes routiers. Et à l'inverse, y être favorable, c'est se mettre à dos une partie des acteurs qui étaient opposés, dont des associations de protection de l'environnement. Vous voyez d'ailleurs que ces opposants se sont manifestés. Ils ont recouvert le panneau défense de circuler par un défense
chance de construire un téléphérique en faisant un jeu de mots sur le volcano-parc et en écrivant ici danger téléphérique. Donc les bains jaunes, c'est ça, c'est des anciens bains qui sont un petit peu dans leur jus et l'opérateur touristique prévoyait de les rénover si jamais il avait la possibilité de construire tout ça. Et puis là, vous avez une vue du sommet avec un bout de ciel bleu très temporaire, avec les très nombreux cratères. Il y a aussi des barrières, vous voyez, pour éviter que les visiteurs s'approchent trop près, parce qu'il y a déjà eu des accidents avec des gens qui, avec le brouillard, ne voyaient pas et tombaient dans les différents cratères. Bon, je vais passer là-dessus et j'en viens à la conclusion pour qu'on puisse quand même prendre quelques questions. Donc, j'ai essayé de vous montrer que cette question du partage des usages, notamment des finalités de protection, avec un certain nombre d'usages antérieurs ou d'usages nouveaux, parce qu'il y a également des évolutions dans les pratiques et dans les usages. Ce partage, il reste extrêmement complexe à construire. D'abord parce que vous avez de multiples outils de protection qui ne sont pas forcément bien intégrés, bien connus, bien compris de la part du grand public et des usagers. Qui fait quoi? Quel est le rôle de qui? Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Qu'est-ce qu'on ne peut faire par là? Pas là. Parfois, ça se joue à quelques mètres de distance. Des espaces protégés qui ont été malgré tout précoces. En France, j'ai essayé de vous le montrer avec l'exemple de Fontainebleau, mais qui restent en grande partie en contexte conflictuel, même si évidemment la sensibilité en questions environnementales a fortement augmenté depuis. Des espaces protégés qui ont été pensés comme des outils de rééquilibrage d'une politique globale d'aménagement du territoire, et ça a conduit notamment à une séparation extrêmement prégnante entre équipement et protection. De ce point de vue-là, ce que j'ai expliqué en Vanoise est assez symptomatique, mais c'est le cas aussi ailleurs. Et puis, le tout dans un contexte d'objectifs ambitieux avec la validation en 2021 de la stratégie nationale pour les aires protégées, la SNAP, qui est portée par le ministère, qui a fixé un cap d'ici 2030. 30% d'espaces protégés, bon, ça dépend ce qu'on compte. Si je vous parlais tout à l'heure des INEF et des parcs naturels régionaux, on y est allègrement. Si on ne les compte pas, on n'y est pas tout à fait. Mais bon, globalement, les 30% d'espaces protégés en 2030, ça ne mange pas de pain et l'objectif sera atteint. Par contre, les 10% de protection forte en 2030, là, on est très loin. Alors, tout dépend si on compte l'outre-mer avec la métropole ou juste la métropole, mais en fonction de la manière dont on compte, on est entre 2 et 4%, et il est très clair qu'en 5 ans, on n'arrivera pas aux 10% de protection forte. Sachant en plus qu'il y a eu entre-temps un certain nombre de renoncements politiques à ces objectifs, comme vous le savez. Et donc se pose la question, au-delà des objectifs, c'est toujours intéressant de se fixer des objectifs, de se fixer un cap, mais de la pertinence de ces objectifs quantitatifs. Il y a quelques années, un congrès de réserve naturelle de France, il y a 360 réserves aujourd'hui sur le territoire français, avait fixé comme cap 500 réserves naturelles d'ici 2030. Là aussi, ça ne sera jamais atteint. Et il y a le projet également de ce 12e parc national. Donc, est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce qu'il faut s'en contenter? Ou est-ce qu'au contraire, il faut interroger les modalités de mise en œuvre de l'existence, sachant qu'a priori, vous avez tous entendu parler de la situation des finances publiques, les moyens qui seront dédiés à ces actions ne seront pas à la hausse. Voilà, je vous remercie de votre attention.